Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes fidèles à notre rendez-vous avec l'émission Grand Angle. Je pense que nous allons avoir de très bons échanges. Je sais que beaucoup pensent ou ont pensé qu'on allait faire une émission sur le programme d'action du gouvernement. Je vous la promets ultérieurement, aujourd'hui, ça ne sera pas le cas. Pour ce qui est d'aujourd'hui, nous allons commencer par vous donner un certain nombre d'informations. D'abord, vous savez que nous sommes le 27 juin. Nous sommes à 3 mois de la fin du mois et vous savez que la situation des retraités au Congo est extrêmement précaire, elle est extrêmement catastrophique, elle est dramatique. Et là, on est à 3 jours de constater que pendant tout un semestre, pendant 6 mois, on n'aura touché que la pension du mois de janvier. Donc les mois de février, mars, avril, mai, et il y a juin qui s'ajoute. C'est vraiment une situation difficile, catastrophique, etc. Mais on essaye. La dernière émission, nous avons insisté sur le fait que les gouvernants avaient fait le choix délibéré de faire souffrir les retraités pour quelque chose que nous ne savons pas. Maintenant, nous tenons aussi à vous signaler, c'est vrai qu'il y a encore quelques jours, que nous allons atteindre 1 an complet depuis que l'avocat Bob Kaben Masuka a été arrêté. Il vous souviendra qu'il avait été arrêté, semble-t-il, parce qu'il était dans une démarche euh, insurrectionnelle en vue de déstabiliser les institutions. Il avait été, semble-t-il, pris en flagrant délit dans une affaire où on parlait d'une marche qui devait être organisée le 10 juin 2025. Il a été pris en flagrant délit et avec ces 6 autres personnes, il avait été arrêté par la centrale d'intelligence et de documentation le 9 juillet 2025. Il y a passé pratiquement 2 semaines. Il a été déféré à la maison d'arrêt le 22 juillet et jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucune nouvelle. Bon, je ne suis pas juriste et c'est vrai qu'on s'efforce à avoir la bonne information, mais je croyais que lorsqu'il s'agissait d'un cas de crime flagrant, le procès ne devrait pas tarder, mais on devrait déjà boucler cette affaire, mais ce n'est pas encore le cas. Alors moi, je pense en ce qui me concerne que visiblement, il n'y a pas grand-chose qu'on reproche à Bob Kaben Masuka. Et ce que je dis, c'est aux autorités judiciaires, puisque selon l'article 168 de la Constitution, le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. S'il n'y a rien à reprocher à Maître Kaben, ben, il faut le libérer. Il faut le libérer, d'autant que nous avons lu dans certaines publications sur les réseaux sociaux que les deux Centrafricains, semble-t-il, que l'on disait proches de Séléka, avaient déjà été libérés. Dans la même veine, nous sommes préoccupés par la situation du leader d'opinion euh, Fred Jonas Makita, qui, vous savez, avait eu des problèmes au niveau de Pointe-Noire. Il y avait comme une certaine confusion. Il a été ensuite transféré à Donizy pour y être, semble-t-il, jugé. Il y a eu des problèmes et nous avons dû à un moment donné dénoncer les traitements dégradants, les tortures, les traitements inhumains dont il était responsable. Nous avons même souhaité que, conformément aux dispositions de la Constitution, que les responsables de ces traitements puissent être rattrapés, qu'ils soient jugés et qu'ils soient punis, comme la loi le prévoit. Malheureusement, mais là aussi, il semble qu'il est dans une situation difficile. Il a été transféré au niveau de la maison d'arrêt de Ouesso et nous ne savons pas ce qui se passe exactement. Nous souhaitons que les choses puissent avancer et que le traitement, le jugement, le procès puisse avoir lieu et que la justice puisse se faire de façon équitable, juste, etc. Donc voilà. Maintenant, après avoir donné ces deux informations, nous allons revenir sur une information, c'est la grogne sociale. Le Congo va mal. Au-delà du discours des gouvernants qui tentent parfois de dire que le bilan est positif, que tout marche bien. D'ailleurs, on le verra bien quand on se penchera sur le programme d'action du gouvernement.
Le Congo va mal, vous connaissez la situation des retraités, vous connaissez la situation des étudiants, vous connaissez la situation des travailleurs de plusieurs structures, les hôpitaux, les mairies, etc. Et présentement, il y a une situation qui nous est révélée encore, mais qui dure depuis, c'est les travailleurs de la Poste qui cumulent pratiquement 50 mois d'arriérés de salaire, ce qui est difficile, c'est-à-dire 4 ans et 2 mois. C'est pas facile. Vous avez aussi la situation qui recommence, mais qui nous inquiète. Au niveau de l'université Marien Ngouapi, où semble-t-il, les syndicats reprochent au gouvernement de n'avoir pas respecté les engagements. Et aujourd'hui, d'après ce que nous apprenons à l'université, ils ont pratiquement 6 mois d'arriérés de salaire, 6 mois d'arriérés de salaire, 5 ans semble-t-il, d'heures de vacation non payées. Et tout ça se caractérise par le non-respect des engagements par les autorités. Alors, ce qui nous inquiète beaucoup plus, c'est qu'il y a les syndicats qui ont publié un communiqué, une déclaration, et dans cette déclaration, ils insistent qu'il y a une forte probabilité qu'ils rentrent encore dans une grève. Alors, nous nous disons, que devient l'éducation au Congo? Comment nous formons, pourquoi on n'accorde pas une priorité de premier plan à l'éducation? Je suis dans les discours, tout ça, mais c'est beaucoup plus de la propagande, puisque nous voyons que dans les faits, et dans le cas de l'université Marien Ngouapi, nous nous interrogeons toujours parce que l'université Denis Sassou Nguesso n'a pas de problème, mais on revient toujours à cette affaire deux poids, deux mesures, etc. Mais il faut qu'on accorde la même considération, le même traitement à toutes les universités, que les travailleurs aient également les mêmes traitements, etc. C'est inadmissible qu'on puisse avoir des inégalités de ce genre. Maintenant, au-delà de ça, en termes d'information, nous allons terminer sur un aspect que nous jugeons extrêmement important et nous allons y revenir pendant tout au long de l'émission, c'est le non-respect des lois et règlements de la République par les gouvernements. Et je vais essayer de me baser sur un aspect assez simple. L'aspect assez simple. L'aspect assez simple se caractérise comment? Maintenant, au dernier Conseil des ministres, le gouvernement, le Conseil des ministres a procédé à plusieurs nominations, notamment au niveau du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, je crois. Je crois qu'il y a eu près de 7 à 8 hauts cadres qui ont été nommés. Alors, nous avons été surpris que le 24, c'est-à-dire le mercredi, de vous constater que le ministre Rigobert Mabulu a installé ses directeurs, c'est-à-dire qu'ils ont pris leurs fonctions. Mais nous tenons à le relever. Si ça a été fait, c'est une attitude extrêmement dangereuse du gouvernement. Pourquoi? Mais parce que ça se fait dans l'irrespect total des lois et règlements de la République. Que dit la Constitution? Conformément à son article 55, la Constitution dit que tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique est tenu de déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonction et à la cessation de celle-ci, conformément à la loi. Et vous avez suivi le Premier ministre Colin Makosso lorsqu'il avait présenté son programme d'action en 2021, beaucoup épilogué là-dessus, qu'il s'agissait d'une disposition constitutionnelle, que plus qu'un devoir de transparence, il s'agissait en fait de l'illustration de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption, contre l'enrichissement illicite. Il avait insisté sur le fait qu'il était tout à fait normal que si quelqu'un possédait 3 voitures lors de son entrée en fonction et qu'à la sortie il en avait 10, qu'il puisse se justifier. Curieusement, rien de tout ça ne se fait. Y compris le Premier ministre Anatole Collinet lui-même n'est pas en conformité avec la Constitution. Et nous nous disons, où allons-nous? Alors le ministre Mabundu a installé ses cadres. Ces cadres n'ont pas fait de déclaration de patrimoine, ce qui veut dire que c'est un choix délibéré qui est fait par les gouvernants de ne pas lutter contre la corruption, de ne pas lutter contre les détournements des deniers publics, contre la fraude, contre le népotisme. Et c'est extrêmement dangereux. On se pose la question, où allons-nous? Est-ce qu'on peut parler de la marche vers
l'accélération de la marche vers le développement, lorsque les gouvernants ne respectent pas les lois et règlements de la République. Nous sommes dans une République véritablement bananière. Et nous tenons à le relever. Nous tenons à rappeler que depuis 2002, aucun gouvernant, aucun acteur politique, aucun responsable administratif n'a daigné déclarer son patrimoine conformément à la loi. Le Premier ministre Colligny Makosso avait essayé de faire quelque chose lorsqu'il est passé Premier ministre. Malheureusement, je le dis de façon claire, parce qu'il s'agit de questions de droit, pas de langue de bois. Ce qui s'est fait avec le Premier ministre Colligny Makosso n'était pas conforme à la loi. Et je rappelle aux Congolais que j'avais introduit un recours à la Cour constitutionnelle par rapport à ça. Évidemment, la Cour constitutionnelle m'a donné raison. Cette loi a été amendée, je crois, en 2024, en mai 2024, et depuis, il n'y a plus de déclaration de patrimoine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons mis notre pays sur la voie de son autodestruction, sur la voie de sa destruction. Parce que si on ne respecte pas les lois et règlements de la République, où allons-nous? Et moi, je pose la question aux gouvernants. D'ailleurs, vous verrez dans le programme d'action gouvernemental qui a été présenté par Colligny Makosso, la faiblesse sur ce volet. Et il n'ose pas parler de la conformité à la loi, mais nous y reviendrons et nous allons essayer de voir. Donc, nous tenons à dénoncer de la manière la plus virulente possible les violations flagrantes des lois et règlements de la République par les gouvernants, qui devaient avoir un devoir d'exemplarité, mais qui ont choisi de les violer dans l'impunité totale. Et après, on fait des beaux discours, que le bilan est globalement positif, qu'il y a un certain nombre de choses. Mais enfin, nous y reviendrons et nous allons nous attarder sur ces questions. Maintenant, pour passer à la thématique principale, je me suis posé beaucoup de questions. Mais en fait, nous avons regardé l'actualité un peu de ces derniers jours. Nous avons vu, c'est vrai qu'il y avait cette activité sur le programme d'action du gouvernement, mais nous avons vu également qu'il y avait une certaine action, des démarches qui étaient menées au niveau du ministère chargé de la sécurité sociale en ce qui concerne les retraités. Et nous avons vu que Madame la ministre Ingrid Bukababakas a reçu les syndicats de la grève, a reçu les syndicats de la CNCS. Nous allons particulièrement nous pencher sur les syndicats de la grève. Mais donc, en termes de thématique, nous avons voulu nous appesantir sur le fait que le Congo est une république bananière, et nous pensons que c'est important, dans laquelle les gouvernants ont plongé les Congolais dans la misère et dans la souffrance. Alors, pourquoi nous avons choisi ce thème? Nous avons choisi ce thème parce que nous voulons commencer par un premier volet, c'est l'irrespect, le manque de respect des lois et règlements de la République par les gouvernants, et particulièrement par le Premier ministre, chef du gouvernement. Vous savez bien que le Premier ministre a démissionné le 17 avril 2026. Il a été reconduit, on a formé une nouvelle équipe, on est reparti sur de nouvelles bases. Et nous avons découvert sur les réseaux sociaux que le Premier ministre allait présenter son programme d'action du gouvernement le 22, donc il y a quelques jours de cela, conformément, d'après l'information donnée par le bureau de l'Assemblée, conformément à l'article 103 de la Constitution. Mais nous autres, nous sommes on s'est posé beaucoup de questions. On s'est dit immédiatement qu'il y avait au Congo un problème d'interprétation de la loi. Nous ne voulons pas nous souvenir de ce qui s'est passé sous le président Lissouba, avec les débats qui étaient nés de l'interprétation de l'article 75 de la Constitution du 15 mars 1992. Mais nous nous sommes posé la question, que dit l'article 103 en question? Et quand est-ce le Premier ministre est rentré en fonction? Alors, pour essayer de donner la réponse à ces questions, j'ai ici la Constitution et je vais prendre l'article 103 pour que ça ne pose aucun problème d'interprétation. Alors, dans cet article 103, il est dit ceci. À son entrée en fonction, le Premier ministre
présente devant l'Assemblée nationale le programme d'action du gouvernement. La présentation du programme d'action du gouvernement ne donne lieu à aucun à débat ni à vote. Et nous nous posons la question, mais le Premier ministre a pris ses fonctions quand? Lorsqu'on essaie de refaire un récapitulatif, le Premier ministre démissionne le 17 avril, il est reconduit le 23 avril, le 24 avril, la nouvelle équipe est formée, du 27 au 29 avril, ce sont les passations de son gouvernement. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Mais si on regarde dans les détails, parce que c'est souvent dit que le diable est dans les détails, le 17 avril, lorsque le Premier ministre démissionne, pour nous autres, ça signifie cessation de fonction, parce qu'il a été Premier ministre, il démissionne, cessation de fonction, immédiatement, il doit se référer à l'article 55 de la Constitution, qui dit que tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique est tenu de déclarer son patrimoine lors de la prise de fonction et à la cessation de celle-ci, conformément à la loi. Donc, le 17 avril, lorsque le Premier ministre démissionne, il était tout à fait normal que le Premier ministre fasse sa déclaration de patrimoine, ce qui aurait permis aux Congolais, même à l'opinion internationale, même aux observateurs, de constater s'il s'est enrichi, s'il a profité de sa présence à la tête du gouvernement pour s'enrichir au détriment des Congolais et au détriment de l'État. Il n'y a pas eu cette déclaration de patrimoine. Je ne suis pas juriste, mais la conclusion, c'est laquelle? Il a violé la Constitution. Il n'a pas respecté l'article 55 de la Constitution, tel que je venais de le lire. Par la suite, il est reconduit le 23 avril. Il aurait dû déclarer son patrimoine. Rien du tout. Et quand il est reconduit, ni les ministres sortants, ni les ministres entrants, ni les ministres reconduits, personne ne déclare son patrimoine. Le Congo est véritablement une république bananière. Personne ne déclare son patrimoine. Et ils se comportent comme s'ils étaient conformes. Alors, nous disons, que se passe-t-il? Bref, sur ce volet, nous allons y revenir. Maintenant, quand on prend le volet de l'entrée en fonction, les ministres ont fait leur passation de service entre le 27 et le 29 avril, ce qui veut dire que le Premier ministre était déjà rentré en fonction. Il a mené plusieurs autres activités. Il a présidé des conseils de cabinet. Il a même signé une note de service qui a fait polémique parce qu'il s'agissait de rétablir, je crois, la situation du ministre des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique parce qu'il y avait une confusion entre deux frais. Il a signé une note. Je crois avoir dit qu'il a déjà présidé des conseils de cabinet. Il a pris part au conseil des ministres. Il a pris part au conseil des ministres du 6 mai. Il a pris part au conseil des ministres au mois de juin. Ce qui veut dire que lorsque le bureau de l'Assemblée publie une note d'information pour dire qu'il va présenter son programme d'action du gouvernement le 22 à son entrée, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un problème d'interprétation de la loi. Mais nous, ce que nous constatons, c'est que le Premier ministre a violé l'article 103 parce qu'il était déjà rentré en fonction. Quand je vous dis par exemple qu'il a pris part à un conseil des ministres, je crois le 18, le 16 ou le 18 juin. Alors, on joue à quoi? Et pourtant, le Premier ministre il sait qu'il est chargé, conformément à l'article 101 de la Constitution, d'exécuter, d'assurer l'application des lois. Alors, ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation où le Premier ministre, en fait, a violé l'article 50, qui dit que tout citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution et aux lois et règlements de la République. Il a violé, mais on va y revenir tout à l'heure, l'article 55. Il a violé l'article 101. Il a violé l'article 103. Où sommes-nous? Et on peut se tourner vers le président de la République
puisque le président de la République a prêté le serment devant la nation et le peuple de respecter et de faire respecter la Constitution. Comment ça se fait qu'à ce niveau, déjà, il y a violation de la Constitution? Et nous le trouvons que c'est véritablement. Alors, ce qui me fait sourire, c'est que lorsque le Premier ministre le fait, mais il fait croire aux Congolais qu'il est en conformité avec la loi. Monsieur le Premier ministre, vous n'êtes pas en conformité avec la loi. Et magistrat de notre État, vous savez bien que vous n'êtes pas en conformité. Donc, il faut avoir le courage de dire la vérité aux Congolais et de ne pas revenir sur un certain nombre de choses. Maintenant, quand je viens à l'aspect justement de la déclaration de patrimoine, je vous ai fait constater que le Premier ministre n'a pas, à plusieurs reprises, déclaré son patrimoine. Déjà, nous savions que depuis 2002, il n'a pas déclaré conformément à la loi et que l'expérience qui a été faite en 2021 ne l'avait pas été conformément à la loi. Alors, nous revenons. Maintenant, le constat qui suit, c'est quoi? Mais c'est qu'aucun des ministres entrants, sortants, n'a fait de déclaration de patrimoine. Et on arrive à la conclusion que les partis membres du gouvernement ne sont pas en conformité avec la loi. Pour le PCT, je ne fais que le répéter, le PCT n'est pas en conformité avec la loi, mais cette fois-ci, au-delà du PCT, on découvre que l'UPADES n'est pas en conformité avec la loi, que le Rassemblement citoyen n'est pas en conformité avec la loi, que le RDPS n'est pas en conformité avec la loi, que le MAR n'est pas en conformité avec la loi, le Club 2002 PUR n'est pas en conformité avec la loi, l'APC n'est pas en conformité avec la loi. Comment voulez-vous parler de l'accélération du développement lorsque sur la base de vos propres textes fondamentaux, vous n'êtes pas en règle? Pour qui on veut prendre les Congolais en réalité? Pour qui on veut prendre les Congolais? Alors, ce n'est pas tout. Parce que lorsqu'on se réfère à la loi 20-2017 du 12 mai 2017 relative aux partis politiques, mais on a un commentaire à faire. C'est que ces partis que je viens de citer ont en fait violé l'article 50 de la Constitution, l'article 55 de la Constitution, mais en plus, ils ont violé l'article 26 de la loi 20-2017 du 12 mai 2017, qui dit clairement que les partis ont le devoir de se conformer à la Constitution. Je le dis et j'attire l'attention de monsieur le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, parce que ces partis sont rattrapés par le passé. Parce que le ministre Zéphirin Boulou, à l'époque où il était ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, avait pris plusieurs textes, parmi lesquels l'arrêté 1726 bar MID bar CAB du 30 juin 2025, dans lequel il avait déclaré des partis comme ceux-là qui ne sont pas conformes à la loi. Il les avait déclarés conformes à la loi. Pourquoi? Mais c'est comme une espèce de deal qui est passé avec un certain nombre de partis qui viennent en fait appuyer l'action ou sinon le pouvoir du gouvernement, ce qui est véritablement inacceptable. Alors, quand nous poursuivons le raisonnement, on découvre quoi? Mais on découvre que dans cette loi relative aux partis politiques, il y a un article 31. Et l'article 31 dit exactement ceci. En cas de violation des lois et règlements de la République par tout parti ou groupement politique ou de trouble à l'ordre public, le ministre chargé de l'administration du territoire suspend les partis concernés par voie d'arrêté et procède à la fermeture provisoire de ces locaux. Vous voyez là où nous en sommes. Donc ceux qui ont pris comme les ministres chargés de la coopération dit comme slogan ou qui vont mentir au président, etc. Mais vous voyez bien que nous sommes dans un problème extrêmement complexe. Le problème complexe, c'est lequel? Mais c'est qu'aujourd'hui, par rapport à la loi, le PCT, l'UPADES, le Rassemblement citoyen, le RDPS, le MAR, l'APC, je ne sais pas si j'en ai oublié, mais ils doivent être sanctionnés, ils doivent être suspendus. La question, sont-ils prêts, oui ou non, à respecter la loi? La loi a été faite et a été prise pour qui?
Et pourquoi se sentent-ils au-dessus de la loi alors qu'ils prennent du plaisir à déclarer que la loi est dure, mais c'est la loi. Elle doit s'appliquer à tous, dans toute sa rigueur. Nul n'est au-dessus de la loi. Et vous voyez la confusion que ça crée. Vous avez créé un poste, soi-disant, de chef de file de l'opposition. Aujourd'hui, on découvre que son parti n'est pas en conformité avec la loi. On ne sait pas où est-ce qu'on est. On est comme dans une jungle. C'est pour ça que nous parlons de république, les bananiers. Déjà, je vous signale que le Premier ministre n'est pas en conformité avec la loi. Vous voyez, ces partis ne sont pas. Mais lorsque nous regarderons le programme d'action du gouvernement, nous regarderons l'aspect général, y compris les institutions, la présidence, l'Assemblée, le Sénat, la Cour constitutionnelle, etc. On ne peut pas continuer à faire ce que l'on fait. Parce que sinon, on a choisi la voie de l'autodestruction du pays. Peut-être même la voie de la destruction du pays. Et ce n'est pas du tout normal. Donc, nous avons voulu, dans ce volet, accorder un peu d'intérêt à cette vision des choses pour déplorer, dénoncer le fait que les gouvernants ne sont pas au-dessus de la loi. Le fait d'être nommé ministre ne vous place pas au-dessus de la loi. Et d'ailleurs, référez-vous à l'article 15 de la Constitution, qui dit que tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Nul ne peut être défavorisé, désavantagé par rapport à son origine familiale, ethnique, par rapport à sa condition sociale, par rapport à ses convictions politiques, religieuses, philosophiques. Nous en sommes là. Alors, il ne faut pas que l'on continue à voir ce qu'on a vu il y a quelque temps, où on a choisi quelques partis pour dire qu'ils sont conformes, et après, quand on va dans les structures administratives, après qu'on se soit rendu compte que ces structures administratives ne sont pas neutres, qu'elles sont partisanes et qu'elles sont partiales, on vous fait comprendre instantanément. Non, l'administration doit être neutre. Et c'est là qu'il faut souligner les dangers pour le pays, mais d'avoir nommé comme préfet, comme sous-préfet et autres, mais les militants des partis du PCT, des partis de la majorité présidentielle, etc. C'est véritablement dommage. Et quand vous constatez, mais je l'ai dit d'avance, quand vous prenez le programme d'action du gouvernement présenté par Colline Makosso, évidemment, il n'évoque pas ça, alors que c'est un aspect extrêmement grave si l'on constate que les gouvernants à tous les niveaux sont hors la loi. Excusez-moi l'expression, et je crois que ça mérite d'être véritablement souligné. Donc voilà le premier point que nous voulions soulever dans cette thématique. Maintenant, le deuxième aspect que nous voulons soulever, et ça, vous le savez, on revient assez souvent, les Congolais sont dans la souffrance. Les Congolais sont dans la souffrance, sont dans la misère. Assez souvent, on est revenu là-dessus, sur la situation des retraités, sur la situation des étudiants, sur la situation des travailleurs, de plusieurs structures. Et vraiment, les Congolais ont du mal à vivre. D'ailleurs, on a constaté que le taux de mortalité dans le milieu des retraités, par exemple, est très, très élevé. Et ça s'explique parce que assez souvent, on a fait un certain nombre d'émissions. Alors, nous avons voulu, pour bien illustrer ça, accorder une attention toute particulière à la situation des retraités, surtout que les syndicalistes de la CREF ont été reçus par Madame la ministre chargée de ces aspects et qu'elle a abordé parce que au cours de ces échanges, nous avons cru comprendre qu'ils ont échangé sur les cahiers de charges et qu'ils ont échangé sur ce que les ministres qui ont précédé avaient déjà fait, qu'est-ce qui restait à faire, comment envisager l'avenir, comment sortir les retraités de la situation dans laquelle ils vivent. Il n'y a pas très longtemps, nous avons fait une émission Grand Temps là-dessus, mais nous allons y revenir pour évoquer à l'endroit de Madame la ministre un certain nombre de choses. Ce que nous dirons à Madame la ministre, c'est que le constat que nous avons fait, c'est que les gouvernants congolais ont fait le choix délibéré et conscient de faire souffrir les retraités. Et ça, c'est véritablement dommage. On peut en parler en termes de cahier de charges, mais lorsque il y a eu, à l'issue de cette rencontre, nous avons suivi les interventions des syndicalistes, etc. Mais lorsqu'il y a eu cette demande qui a été formulée pour que les syndicalistes représentent un nouveau cahier de charges,
Ben, nous avons déploré une chose et nous nous adressons là, dans un premier temps aux syndicalistes, mais convoquer une assemblée générale des retraités. Et lorsqu'on échange dans l'opinion, on nous dit que non, souvent, quand on mène les démarches pour faire cette assemblée, on n'a pas d'autorisation. Mais on n'a pas besoin d'autorisation. L'article 27 de la Constitution est clair. Il y a la liberté d'expression, il y a la liberté de manifestation, il y a la liberté de réunion. Il n'y a aucune raison qu'on nous interdise de faire ça. Donc, mais nous tenons d'entrée de jeu à signaler à Madame la ministre et c'était mon premier ministre Anatole Poligny Mapuso, il faut que les gouvernants arrêtent de faire souffrir les retraités. Parce que ce sont des personnes qui ont rendu des bons et loyaux services à la nation, qui ont cotisé. Et il n'y a pas de raison qu'ils vivent la situation catastrophique et dramatique qu'ils connaissent aujourd'hui. Soit, mais au-delà de ça, je ne sais pas si nos syndicats organiseront une assemblée générale, mais nous avons tenu, dans la ligne de ce que nous avons dit à notre dernière émission Grand Angle sur cet aspect, nous tenons à évoquer un certain nombre de choses concernant justement cette situation. Alors, la première chose que nous voulons signaler aux autorités congolaises, c'est le non-respect par elles des dispositions qui sont prévues en faveur des retraités. Je dis bien des dispositions qui sont prévues en faveur des retraités. La première disposition à laquelle je fais référence, c'est l'article 15 de la Constitution. L'article 15 de la Constitution dit que tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique, de sa condition sociale, de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres. Question que je leur pose. Pourquoi les retraités ne touchent pas leur pension chaque mois? Et pourquoi on a créé cette inégalité qui fait que les fonctionnaires sont payés chaque mois à la date échue et que les retraités ne le sont pas? Ah, c'est tellement parce que au Congo, on considère que les retraités sont des serpents sans venin, c'est-à-dire des gens qui sont fatigués, qui n'ont plus d'énergie, qui n'ont plus un peu le punch qu'il faut pour manifester. Et pourtant, au Congo, il y a eu des manifestations où on a mobilisé des véhicules de la force publique pour venir pratiquement décourager les retraités parce qu'ils étaient très nombreux. Ils ont souhaité parfois faire des sit-ins devant les préfectures, les sièges des préfectures, devant le siège de la primature, etc. Pourquoi ce manque de considération? Pourquoi ce mépris à l'endroit des retraités? Et nous le déplorons. Et je crois que c'est l'un des messages que nous devrions envoyer à Madame la ministre. Le gouvernement doit tout mettre en œuvre pour que les retraités touchent leur pension à chaque fin du mois. Ils touchent la pension à la valeur du point d'indice 300 comme convenu, en tenant compte des différentiels qui ont été retenus. Donc voilà. Maintenant, le deuxième aspect par rapport à cette affaire de non-respect de la loi, c'est l'article 31. Je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, mais je le révoque. L'article 31 dit quoi? Les personnes âgées et les personnes vivant avec handicap ont droit à des mesures de protection en rapport avec leurs besoins physiques, moraux ou autres, en vue de leur plein épanouissement dans les conditions déterminées par la loi. Là aussi, les choses sont claires. Pourquoi ce manque de respect, ce manque de considération à l'endroit des retraités? Pourquoi on veut en faire des personnes qui seraient sans dignité alors qu'ils ont bien accompli leur mission et ils sont fiers de ce qu'ils ont fait? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et je crois qu'il faut que le correctif soit apporté et que l'on puisse aller de l'avant. Maintenant, nous avons les textes récents. Nous avons le décret récent. Non, nous avons un décret qui a été pris en 84 et nous nous référons souvent à l'article 58 de ce décret. L'article 58 de ce décret dit exactement ceci.
Toute augmentation de traitement entraînera une majoration de la pension et de la rente dans la même proportion. Et c'est là où on voit qu'on n'a pas de considération et qu'on a beaucoup de mépris pour les retraités. Pourquoi? Mais parce que lorsqu'on prend nos textes, la valeur du point d'indice est passée de 160 à 200 en 2011. Elle est restée en 200 à la valeur à 200 jusqu'à au 31 décembre 2013. À partir de 2014, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, la valeur du point d'indice est passée à 225. Du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2015, elle est passée à 250. Du 1er janvier 2016 au 31 février, elle est passée à 275. Et à partir du 1er janvier 2017, elle est passée à 300. Dites-moi pourquoi pendant toutes ces années, ce texte n'a pas été appliqué. Et tout le monde sait que l'article 50 dit que tout citoyen a le devoir de respecter la Constitution et les lois et règlements de la République. Pourquoi les gouvernants, depuis 2011, ne se sont pas préoccupés des différentiels et pourquoi depuis 2017, ils ne se sont pas préoccupés d'appliquer la valeur du point d'indice à la valeur du point d'indice 300 pour tout. Et évidemment, on viendra nous dire un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, on constate que la majorité des retraités touchent pratiquement la moitié de ce qu'ils devraient toucher. La moitié de ce qu'ils devraient toucher. Et évidemment, on leur demande la résilience, on leur demande un certain nombre de choses, et ce n'est pas du tout extrêmement intéressant. Ce n'est pas du tout intéressant. Et nous, on considère que c'est un choix délibéré qui a été fait par le gouvernement pour faire souffrir les retraités. Et la question qu'on peut poser aux retraités est la suivante. Pourquoi avez-vous choisi de faire souffrir les retraités? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait de si mal que ça, etc. Maintenant, toujours comme nous voulons nous appesantir sur le non-respect des dispositions s'agissant des retraités, nous venons au décret numéro 447, je crois, du 10 août 1987, et nous allons aller à l'article 7, plutôt à l'article 4, 7e alinéa. Alors, il est dit ceci, on parle des moyens qui devraient essayer de la greffe, tout ça, et à cet alinéa, il est dit ceci. En cas d'insuffisance des ressources définies ci-dessus, il peut être fait aliénation des valeurs mobilières et des immeubles acquis par la greffe à titre de placement. Et on continue. Le budget de l'État contribuera au budget de la caisse jusqu'à concurrence du chiffre total de ces dépenses. Mais ça veut dire que le budget de la greffe devrait être équilibré. Il devrait être équilibré comment? Mais parce que l'article 9 de ce même texte décrit comment il devrait être équilibré. C'est en l'article 9, il est dit ceci, les opérations en recettes et en dépenses de la caisse de retraite font l'objet d'un budget préparé par le directeur général et adopté par le Conseil des ministres. Les règles du droit budgétaire et de la comptabilité publique en vigueur en République du Congo sont applicables à la caisse de retraite. Là, c'est clair. Ça veut dire quoi avec ce que je viens de lire? Ça veut dire que chaque année, le directeur général de la greffe doit faire un budget, évidemment avec ses ressources et ses dépenses. Ce budget doit être équilibré. S'il ne peut pas atteindre l'équilibre, c'est le budget de l'État qui intervient pour réaliser son équilibre. Ça veut dire que selon mon interprétation, notre interprétation, si les textes avaient été bien respectés, mais on n'aurait jamais eu de retard. Parce que le Conseil des ministres, en adoptant le budget de la greffe, pour le présenter au budget général de l'État, mais doit l'équilibrer. Si la greffe n'arrive pas
à l'équilibre en termes de ressources et dépenses, mais c'est à l'État, au budget de l'État de l'équilibre. Pourquoi ça n'a pas été fait? Alors, moi, j'insiste beaucoup sur cet aspect. Pourquoi? Mais parce que nous avons accumulé des mois, et quand on voit la pension, je crois que Madame la ministre doit être au courant de ça. On paye une pension tous les 4 mois. On a parfois payé une pension tous les 3 mois. Mais ce n'est pas sérieux. Et vous pensez que les retraités, ils vont vivre comment? Et une nouvelle fois, j'ai fait éloge au ministre Roger Rigobert Andeli, qui, lors de son passage, a apporté la solution au problème d'équilibre que j'évoquais tantôt. Parce que ce qu'on avait prévu en termes de cotisation sociale à l'endroit de la crève ne permettait que de payer 4 ou 5 mois. Mais les 8 ou 7 mois, autres mois, devaient être faits comment? Et nous avons été très heureux, nous l'avons déjà relevé avec beaucoup de fracas, que le ministre Andeli a trouvé une formule dans la loi rectificative du budget de l'exercice 2002. Et il a fait apparaître une notion en termes de complément de retraite qui s'était élevé à 96 milliards. Et lorsqu'on a additionné les 96 milliards avec ce qui était prévu, on est arrivé à peu près à une somme approximative de près de 145 milliards. Et dans tous les cas, le débat qu'il y a maintenant, on ne sait même pas quel est véritablement le montant de chaque mois des pensions payées. Ce n'est pas sérieux. Donc le ministre Andeli a réussi cette opération en 2022. Et le début en 2023, il n'y a plus eu ce complément de retraite. En 2024, il n'y en a pas eu. En 2025, vous voyez, on a payé les pensions de 2025 au courant de l'année 2026. Mais ce n'est pas sérieux. Alors expliquez-nous pourquoi. Ce que le ministre Andeli a pu faire, les autres n'ont pas pu faire. De sorte qu'il faut l'avouer, lorsque les retraités ont appris que Andeli a été relevé du gouvernement, ils étaient véritablement tristes et ça se justifie, puisque depuis les retards d'arriérés de pension n'ont fait que s'accumuler. Et ce n'est pas du tout sérieux. À mon avis, il faudrait que les choses puissent. Alors, nous attirons l'attention sur ça. Parce que cette question est fondamentale pour l'année 2026. D'abord, il faut que nous regardons comment on doit régler le problème au cours de l'année 2026. Et ensuite, il faut que, en termes de projection, que nous ayons une très bonne projection sur l'année 2027 et qu'on se dise que la direction générale de la crève doit déjà préparer le budget 2027 et que le gouvernement doit s'apprêter à équilibrer en recettes et en dépenses ce budget pour que nous n'ayons pas de problème. Et encore, l'autre problème, c'est qu'il y en a tellement. À quelle valeur du point d'indice? 300. Est-ce qu'on va régler le problème des différentiels? Alors, la proposition que nous autres, on peut faire, c'est de dire que le gouvernement fasse l'effort dans la perspective du budget de 2027, de tout mettre en œuvre pour qu'il y ait l'harmonisation à la valeur du point d'indice 300 pour tout le monde. Et qu'à partir du 1er janvier 2027, que la pension soit payée pour tout le monde à la valeur du point d'indice. Et que tous les mois, alors les retraités disent qu'on nous paye concomitamment avec la... Non, ce n'est pas concomitamment. Nous devons avoir notre pension payée chaque mois. Nous n'avons pas à dire non. C'est un engagement que le gouvernement a pris en acceptant nos cotisations. Et le gouvernement, nous avons fait notre part. Ce gouvernement doit faire sa part. Et sa part, c'est de faire en sorte que non seulement qu'on ajuste les pensions à la valeur du point d'indice 300, mais qu'en plus, à la fin de chaque mois, nous ayons la pension. D'ailleurs, la question que nous nous posons, quelle est la situation pour l'année 2026? Puisqu'on a prévu un montant au budget, mais jusque-là, nous n'avons touché qu'une seule pension au titre de l'année 2020. Qu'est-ce qu'on fait et comment on avance? Et je crois que cette situation, elle est claire, elle est transparente et on devrait ne pas avoir de problème là-dessus. Alors, lorsqu'on évoque ça,
On se dit, quelle est la situation des alliés? Quelle est la situation des alliés? On ne devrait pas en avoir. Parce que pendant que le gouvernement dit qu'il n'y a pas d'argent, mais il laisse l'argent entre les mains des gens qui ont détourné, qui ont fait un certain nombre de choses. On va d'ailleurs revenir là-dessus tout à l'heure. Le Congo a l'argent, mais les gouvernants ont choisi de faire souffrir les Congolais. Ça, c'est ma conviction. Pourquoi, je n'en sais rien. Et je leur pose la question, expliquez-nous pourquoi vous avez choisi de nous faire souffrir. Les pistes, nous pouvons les donner. La dernière fois, j'ai même évoqué le fait qu'aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'avec les solutions qui semblent pointer à l'horizon pour ce qui est du conflit au Moyen-Orient, le pétrole est en train de baisser. Mais je rappelle que nous avons fait notre budget 2026 avec une hypothèse du pétrole, du baril du pétrole à 60,3 barils et que notre moyenne trimestrielle au premier trimestre pour les hydrocarbures congolais, mais c'était de 79 dollars. Donc il y a des démarches. Maintenant, comme c'est opaque, on ne sait pas comment ça se passe. On se pose la question, où passe l'argent du Congo? Où passe l'argent du pétrole? Où passe l'argent des mines? J'ai d'ailleurs été surpris dans le compte rendu du dernier conseil des ministres que le président de la République ait stigmatisé tout ce qui se passe au niveau de l'exploitation de l'or dans la cuvette ouest, etc. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on punit? Est-ce qu'il y a des punitions? Non, c'est pas normal. On ne peut pas continuer à faire ça. Alors, donc, en termes de situation d'arriéré, nous avons, d'après le point que nous avons fait, que l'on nous corrige et qu'on nous donne le bon chiffre, 45 mois d'arriéré de pension de novembre 2016 au 31 décembre 2021. À ça s'ajoute 2 mois d'arriéré en 2024, c'est le mois d'août et le mois de septembre. Et enfin, à tout ça, s'ajoutent les 5 mois, février, mars, avril, mai, juin 2026. Et quand vous prenez ça, 45 plus 2, ça fait 47. 47 plus 5, ça fait 52. Nous totalisons 52 mois d'arriéré de pension. C'est-à-dire 4 ans et 4 mois. Comment les retraités ont-ils fait pour vivre? Quand vous avez la pension au niveau où elle se situe, comment vous faites pour vivre? Et c'est pour ça qu'assez souvent, les retraités parlent de génocide, etc. Donc, je crois qu'il faut que le gouvernement intériorise cette situation. Mais vous parlez de la marche vers le développement, de l'accélération de la marche vers le développement. Mais je croyais que tout ça devait contribuer à améliorer les conditions de vie des Congolais et des retraités. Mais comment on les enfonce davantage dans la misère et dans la souffrance. Surtout, comme je vous ai dit, qu'en moyenne, quand on fait le point des derniers versements qui ont été faits, on paye une pension tous les 4 mois. C'est-à-dire qu'en fait, on envisage de payer 3 ou 4 pensions par an. Mais vous pensez qu'on va vivre comment? Vous pensez qu'on va vivre comment? Alors c'est ça, à notre avis, qu'il faut régler. Et nous apportons notre contribution, tant au niveau de nos syndicats qu'au niveau des gouvernants, pour que les problèmes soient bien perçus. Mais s'il y a des assemblées générales, nous sommes prêts. Maintenant, s'agissant des arrérages, il y a beaucoup de choses qui se disent. Il y a des décrets qui sont pris, des notes, mais sur le terrain, concrètement, rien ne se passe. Et là aussi, il faut dire une chose. Il faut régler ce problème par le mécanisme de la retraite automatique. On en parle depuis les années 2005 et 2008, mais jusque-là, absolument, rien n'est arrivé et on ne devrait pas, à notre avis, se dormir sur nos lauriers. Et il faut que nous continuions. Alors, maintenant, les autres problèmes. Moi, j'en ai épinglé quelques-uns. Dans la rubrique autres problèmes, nous avons évoqué la situation du détournement des 9 milliards des pensions du mois de novembre et de décembre 2016. Le premier constat avait été fait par la commission de lutte contre la fraude, la corruption, le détournement des deniers publics. À l'époque, elle était efficace, présidée par le ministre Lamine Guelleh, qui avait fait le constat et qui avait constitué un dossier qui avait été envoyé à la justice.
Lorsque le directeur général actuel a été nommé, je crois un peu plus d'un an après, ben, il a déclaré lui-même que l'argent avait été bel et bien été viré du trésor dans un compte à la LCB de la Crève, et il dit que ça a été porté disparu. On ridiculisons pas notre pays. Comment de l'argent peut disparaître dans un compte et dans une banque? Et sur quoi ce compte a un ordonnateur? Mais si enquête, et je pense, j'ai une pensée particulière pour le nouveau ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, puisqu'il a dit qu'il a une allergie contre les antivaleurs. Et je crois qu'on a la situation là. Pourquoi la CID ne se préoccupe pas de ce problème? L'Amir Nguele, président de la commission, envoie le dossier à la justice. Le directeur général constate qu'il y a effectivement eu l'argent qui est arrivé dans un compte et que ça a disparu. Il souhaite que le dossier ne traîne pas dans la poussière de la justice. Et malgré tous les éléments, le constat fait, rien ne bouge. Mais ça veut dire quoi? C'est un choix qui est fait par les gouvernants. Non pas seulement de faire souffrir les retraités, mais de protéger les responsables des scandales de crimes économiques et financiers. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Alors on m'a dit, j'ai entendu dire qu'on devrait maintenant avoir plus de 40 000 retraités, encore que ces chiffres méritent d'être véritablement confirmés. Alors on préfère, je ne sais pas, dans les fameux systèmes où on se préoccupe des scandales et crimes économiques et financiers comme ils sont. Mais sinon, on préfère faire souffrir près de 40 000 personnes et de protéger une ou deux personnes, mais qui sont certainement devenues milliardaires. C'est le Congo, comme le président Lissouba l'avait dit. Chacun a sa part, quitte à ce que le gros des Congolais puissent mourir de faim. Non, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Et je pense que la ministre qui s'intéresse à cette situation, en termes de cahier de charge, j'espère que les syndicats, je ne sais pas si nous consulterons, nous, les membres de ces syndicats, s'ils ne nous consultent pas, et nous leur disons, vous avez la matière. Et je pense que la ministre, la nouvelle ministre de la Sécurité sociale, devrait se préoccuper du suivi de ce dossier et de le faire acheminer pour que nous allions d'avant. Alors, sous cette rubrique autre problème, nous avons tenu à faire apparaître une rubrique, c'est les révélations qui ont été faites sur les réseaux sociaux. En tout cas, ces derniers temps, les réseaux sociaux ont donné des informations, mais qui ont perturbé les retraités, qui ont convaincu les retraités qu'effectivement, ils sont dans la souffrance et dans la misère à cause des dirigeants. Mais que font les gouvernants? Mais il faut apporter la contradiction et la lumière à ce qui a été dit. Parce que j'essaie de livrer, d'interpréter ce que j'ai retenu à travers ce que j'ai pu retenir des réseaux sociaux, certaines émissions au niveau des Jana TV et des autres. Ce que j'ai retenu, c'est qu'il existe au niveau des structures de l'État, comme la CREF, comme la CNCS, comme un système mafieux où il y a des personnalités qui ne sont même pas dans la gestion de ces structures, mais qui sont impliquées, soi-disant, et qui soutirent des sommes importantes. S'agissant de la CREF, un chiffre a été donné. On a parlé de 11 milliards, je ne sais pas, mais un certain nombre de choses comme ça. On a essayé de faire ressortir que pratiquement, au niveau de la CREF, pratiquement tous les directeurs sont dans ce système-là. Tous, ils en profitent. Et pour illustrer ça, on nous a fait apparaître que, prenez le caissier principal, je ne sais pas si c'est le caissier principal, qui semble-t-il dans la hiérarchie se place bien loin du directeur général, bien loin des directeurs, et après les chefs de service, dit-on qu'il a une fortune à travers quelque chose que j'ai retenu. Une maison à Djataki dont le coût serait estimé à près de 800 millions de francs CFA. Je me suis dit, mais
comment il doit être cette maison à Brazzaville. Il nous a été donné l'indication que ce caissier principal, euh, que je ne connais pas du reste, aurait effectué un transfert de 500 millions en France. Et lorsque les structures chargées de suivre ces questions en France l'ont convoqué pour qu'il essaie de justifier, il a disparu, il a préféré abandonner les 500 millions. Donc, quand vous prenez bien que c'est deux chiffres, ça fait 1,3 milliard. Et j'ai entendu dire, à travers le commentaire, que le directeur financier était beaucoup, beaucoup plus riche que lui. Mais si on ne prend rien que ça, je ne parle pas de ce que les gens possèdent à Sibiti, ce qu'ils possèdent à Brazzaville, à Bakongo, vous voyez bien qu'on peut comprendre la source de nos malheurs. Et les Congolais avaient pris du plaisir à ce que les réseaux, les réseaux sociaux continuent à leur livrer ces informations. Mais les retraités ont eu ces informations. Qu'est-ce que vous en faites? Ce sont des informations précieuses qui vous ont été données. C'est pour ça que nous disons qu'il faut qu'on aille aux assemblées générales et que nous exhortons les syndicats à convoquer des assemblées générales pour qu'on évoque ces questions. Parce que si le caissier en chef ou le caissier principal peut se prévaloir de 2 milliards ou combien, mais regardons combien. En combien de temps a pu se constituer cette fortune? Combien gagne un caissier principal à la crève? Quelles sont les indemnités de compte? Parce que quand on lit les textes, on dit qu'ils ont des indemnités. Bon, moi, j'étais dans ce pays à une époque donnée, directeur général de certaines structures. Mais à l'époque où j'étais directeur général, l'indemnité de directeur général était de 45 000. Maintenant, je ne sais pas combien, mais ça, je ne crois pas que ça peut permettre à quelqu'un d'avoir une épargne ou de pouvoir thésauriser 500 millions de francs. Donc, on a des pistes. Et si on part rien que de, du caissier en chef ou caissier principal pour remonter à la direction générale, et si à ça on ajoute qu'il y a des personnalités extérieures pour lesquelles on voudrait comprendre leur implication dans la gestion de ces structures, sinon, on pourrait dire que le Congo est devenu comme un État mafieux où les gens se sont répartis, les structures de l'État, et chacun a sa part, là où il peut manger, là. Non, ce n'est pas sérieux. Mais nous disons ceci. Une fois que ces informations ont été livrées, mais il s'agit aux organes qui sont chargés du contrôle, notamment la Cour des comptes et des disciplines budgétaires, notamment l'inspection générale d'État, notamment l'inspection générale des finances, et même des cabinets d'audit indépendants, même de réputation internationale. Parce qu'il s'agit de la vie des gens. Et on ne peut pas s'amuser avec ça. On ne peut pas s'amuser avec ça. Alors quand je vois cette situation, et surtout que les Congolais qui sont friands de ce genre de nouvelles, ils attendaient parce que dans l'un des réseaux sociaux, on avait dit on va finir avec la crève et après on va euh, passer à la CNC. La déduction que j'en ai faite, c'est qu'il y a des malversations financières, tant au niveau de la crève qu'au niveau de, de la CNCS. Et si je continue, parce que nous n'avons de cesse de réclamer l'audit des projets de la municipalisation accélérée, l'audit des grands travaux, puisque nous-mêmes, nous vous avons déjà dit assez souvent que nous ne comprenions pas pourquoi le coût estimatif de l'université de Sassou Nguesso était de 241 milliards, alors que la construction de la deuxième université du Sénégal avait coûté près de 65 milliards. Donc on voyait bien qu'il y a des canaux d'enrichissement illicite, de détournement de fonds inacceptables qui devraient faire avancer les choses. Mais est-ce que les gouvernants de notre pays ont la volonté, ou ils ont plutôt fait le choix et ils viennent nous rabâcher les oreilles chaque jour pour dire qu'ils ont réussi? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de pension, l'université, et puis ils viennent dire, c'est sans gêne, sans honte. Ils viennent nous dire que leur bilan est globalement positif. Positif en quoi? Et donc, le repère qu'ils ont, c'est la souffrance des Congolais. Alors, c'est pour ça que nous disons que il faut qu'on fasse la lumière sur ces situations.
Et nous insistons pour qu'on fasse la lumière. Pourquoi? Mais parce qu'il faut que les gouvernants tiennent compte des informations données par les réseaux sociaux. Parce qu'il y a en la matière déjà jurisprudence. Le 13 février, 13 février 2007, lorsque Jean-Marie Michel Moukoko annonce sa candidature à l'élection présidentielle, qu'est-ce qui se passe? Mais le soir, on a fait circuler une vidéo comme quoi il mijotait un coup d'État, etc., etc. Et après, ces vidéos ont été récupérées par les médias d'État et on a abouti à des poursuites judiciaires et aujourd'hui, il est condamné. Il vient de passer sa 10e année en prison. Mais tous les Congolais sont égaux devant la loi. Pourquoi il y a des Congolais pour lesquels on veut que ce soit silencieux, qu'on arrange ça en catimini? Mais ce n'est pas de la faute des gens. Si, quand vous êtes à des postes, vous prenez vos femmes, vos familles, et après, quand il y a des situations, vous voulez les protéger, mais l'État n'est pas fait pour enrichir les familles individuelles. C'est notre bien commun, c'est notre bien collectif. Et je dis et je répète et j'assure, en la matière, sur ce que nous avons entendu sur les réseaux sociaux. Je peux faire référence, par exemple, aux émissions de la matinale du 8 juin. Je peux faire référence à l'émission Gianna TV du 12 juin. Mais la CID a les informations. Et moi, je dis, je ne cesserai de le dire, que je suis préoccupé par ça. Parce que lorsque mon frère et ami Alex Nzabakana Ibaka a été arrêté, quand il a pu sortir, il a fait une émission avec Christian Perrin, émission dans laquelle il nous a appris que pendant l'enquête, les enquêteurs de la CID lui demandaient de citer Jean-Marie Michel Moukoko, citer Joe Washington Ebina, citer Clément Mierassa, citer Paulin Matin, etc. Ce sont ceux-là que nous cherchons. Alors, ceux qui n'ont rien fait, vous les cherchez. Ceux qui volent, qui détournent, vous ne voulez pas vous occuper de ça. Enfin, on est dans quel pays là? Donc, il y a une jurisprudence. La deuxième jurisprudence, qui est beaucoup plus intéressante, mais c'est le message donné par le chef de l'État au niveau du CG de la Liberté. S'agissant de l'opération Koulouna et bébé noir, zéro Koulouna, zéro bébé noir. Le chef de l'État a désigné, d'après ses propres termes, une unité d'élite pour poursuivre les traqués, soi-disant les Koulouna et les bébés noirs, jusqu'à leur dernier retranchement. Mais alors pourquoi? En ce qui concerne la corruption, les détournements, on ne prend pas également l'option de dire corruption, tolérance zéro, détournement de fonds publics, et qu'on mette en place une unité spéciale pour traquer tous ceux qui ont volé, tous ceux qui ont dit. Pourquoi on ne le fait pas? Alors les Koulouna, c'est vrai, ils nous ont causé du tort en termes de sécurité, mais en termes de paix sociale, etc., le fait que nous n'ayons pas nos pensions, etc., ça nous a également perturbés. Il ne faut pas qu'il y ait une situation de deux poids, deux mesures. C'est pratiquement inacceptable. C'est pratiquement inacceptable. Alors, j'ai tenu à revenir sur ça, surtout s'agissant de la situation des retraités. J'ai tenu à revenir sur ça, s'agissant de la conformité à la loi. Et je vais aller à la conclusion. Sur la caisse de retraite des fonctionnaires, il faut, à notre avis, tout mettre en œuvre pour la réalisation d'un audit par un cabinet d'audit indépendant de réputation internationale. Il faut qu'un audit soit fait au niveau de la crête. Il faut aussi un rapport de la Cour des comptes et des disciplines budgétaires, un rapport de l'inspection générale d'État, un rapport de l'inspection générale des finances. Nous n'avons que trop souffert. Et il faut qu'on nous rétablisse dans nos droits. Toujours s'agissant de la CREF, des dispositions doivent être prises pour l'élaboration du budget de la CREF pour l'année 2027, pour que ce budget puisse être transmis à Madame la ministre chargée de la Sécurité sociale, qu'elle le présente en Conseil des ministres et que le Conseil des ministres équilibre ce budget pour qu'à partir du 1er janvier 2026, les retraités touchent leur pension tout même. Évidemment, vous me direz à quelle valeur du point d'indice, mais à la valeur du point d'indice, c'est 300. Et le 10 ans, il y a un stock d'arriérés qui apparaîtra
Mais le stock d'arriérés doit faire que s'il y a la régularité qui se fait à partir du 1er janvier, et elle devrait d'ailleurs se faire 2026, mais si nous tenons à l'obtenir au cours de l'année 2027, mais le stock des arriérés doit faire l'objet des négociations pour qu'il y ait un plan d'appurement qui soit clairement défini et on peut y aller. Alors on dira, où est l'argent? Mais l'argent est là. Les 14 000 milliards d'excédents budgétaires sont où? Les malversations financières au fonds de soutien de l'agriculture. Les 6 milliards de bourses qui se dissipent chaque année sans jamais laisser de traces. Le Trésor Gate. Le FIGA Gate. Les 160 milliards détournés au ministère de la Santé, etc., semble-t-il, dans le cas de la Covid. Il y a des pistes. Et si de surcroît, au niveau de la greffe elle-même, on peut déjà agir pour les 9 milliards de pensions de novembre et de décembre. Vous voyez bien qu'il y a matière. Alors pourquoi quand on dit Assemblée jalonnée? Alors j'ai constaté depuis un moment, ça me fait même sourire. On a adopté une constitution, soi-disant, que c'était pour faire évoluer les institutions. Et vous voyez comment le gouvernement lui-même fait son propre piège. Cette constitution prévoit dans les articles 227 et 228 l'institution d'un conseil national de dialogue, organe de réconciliation, d'apaisement et de recherche de consensus entre les forces vives de la nation. Maintenant, les gouvernants ne veulent plus en parler. Ils ont même peur qu'on en parle. Quand on parle d'un dialogue national inclus, c'est comme si on voulait... Mais non, mais c'est pas sérieux. Violation de la loi. Et je ne sais pas si je me trompe, je reviendrai là-dessus quand je vais faire l'émission sur le programme d'action du gouvernement. Je n'ai pas cru entendre Coliné Makosso parler du Conseil national du dialogue. Alors ils ont une théorie. Le dialogue est permanent. Il est permanent où? Vous ne voulez pas confronter, vous ne voulez pas être confronté à la réalité des choses. Parce que les Congolais qui sont silencieux là, ils détiennent beaucoup d'informations. Vous vous dites, oh, la conférence nationale. Mais c'est parce qu'on accumule tellement d'informations qu'après, il y a des frustrations, des rancœurs. Mais c'est vous-même qui avez souhaité changer de constitution pour faire évoluer les institutions. Et en faisant évoluer les institutions, vous avez créé un conseil national de dialogue. Maintenant, vous ne voulez même pas le mettre. Il n'est même pas formellement mis en place. Écoutez, où est-ce qu'on en est? Donc, il y a autant de pistes. Il y a autant de pistes. Alors, s'agissant de la conformité à la loi, je déplore et je note avec force que malgré le fait que le Premier ministre Anatole Coliné Makosso ait déclaré, je crois, le 20 juin, lors d'une séance de questions au gouvernement par le Sénat, que force doit être donnée à la loi. J'ai relu ce qu'il a déclaré dans son programme d'action gouvernementale. Et je suis triste de constater le grand paradoxe qui existe entre ce qui se dit et qui se fait. Et je dis avec force, Anatole Coliné Makosso n'est pas en conformité avec la loi. Il n'est pas en conformité avec la loi. Et il n'a jamais déclaré son patrimoine conformément à la loi. Alors, j'ai été surpris lorsqu'il a proposé et présenté son programme. À un moment donné, il dit qu'il se prépare à aller à la Cour suprême pour faire... Mais c'est dépassé ça. Parce que lorsque vous avez fait votre déclaration de patrimoine en 2021, Clément Mirassa a introduit un recours à la Cour constitutionnelle pour relever que ce qui se faisait ne se faisait pas conformément à la loi. Et la Cour constitutionnelle m'a donné raison. Et il y a une loi qui a été amendée, publiée en mai 2024. Alors il pense, mais ce qu'il va faire n'est pas conforme à la loi. Il prétend avoir déjà pris fonction. Mais la loi est claire, la Constitution est claire. La déclaration de patrimoine se fait lors de la prise de fonction. Moi, j'ai dit qu'il a pris fonction avant le 27 avril, avant que les mines ne fassent leur passation. Lui, il pense avec l'Assemblée. C'est aussi dommage pour une institution comme l'Assemblée qu'il a pris fonction le 22 juillet, quel que soit le jour, que ce soit le 22 juillet ou autre.
mais il ne peut pas faire de déclaration de patrimoine. Ça nous permet de démontrer à l'opinion nationale et internationale que le Premier ministre Colonel Bakosso n'est pas en conformité avec la loi. Et d'ailleurs, je peux dire avec insistance qu'il a détruit, qu'il a violé l'article 50 de la Constitution. Il a violé l'article 55 de la Constitution. Il a violé l'article 101 de la Constitution. Il a violé l'article 103 de la Constitution. Comment on peut aller vers, soi-disant, l'accélération de la marche vers le développement avec ce genre de situation? Maintenant, cela, j'ajoute toujours à l'endroit du Premier ministre Colonel Makosso. Non seulement le Premier ministre Colonel Makosso n'est pas en conformité avec la loi, mais les partis qui composent son gouvernement ne sont pas en conformité avec la loi. Ces partis, c'est lesquels? Je les ai cités. Il y a le PCT, il y a l'UPADES, il y a le Rassemblement citoyen, il y a le RDPS, il y a le MA, il y a l'APC, etc. On fait comment? On applique la loi ou on ne l'applique pas? Si on applique la loi, alors on va rechercher l'article 31 de la loi 2017, du 12 mai 2017, relative aux partis politiques, mais qui stipule clairement que dans ce cas, le ministre chargé de l'administration du territoire suspend par voie d'arrêté le parti ou les partis concernés et procède à la fermeture provisoire de ces lots. J'ai suivi le message du ministre de l'Intérieur, du ministre de l'administration du territoire, lors de la passation des services. J'ai senti le message fort pour le respect des lois et règlements de la République, pour la lutte contre les antivaleurs, pour le respect de l'autorité, etc. Mais ça cadre bien. Et ça cadre d'autant bien que lorsqu'on a pris l'arrêté 1726 MID-CAB du 30 juin 2025, mais on a déclaré conforme des partis qui ne le sont pas. Et ils sont rattrapés. Alors le gouvernement ou les gouvernants croient avoir créé suffisant un climat de terreur pour que les gens ne parlent pas. Les Congolais ne parleront pas, mais moi je parlerai. Moi je parlerai et je dénoncerai ce que je fais maintenant. Alors je rappelle au Premier ministre que l'article 31 de la loi sur les partis est clair, c'est à lui de l'appliquer. Puisque l'article 101 qui est relatif à l'application et à l'exécution des lois est clair. Et le Parlement devrait veiller à ce que ces lois qu'ils ont votées soient appliquées. Donc voilà, chers téléspectateurs, nous avons voulu nous apaisantir un peu sur cette situation. Je dis que le Congo va mal, très mal. Et le mal profond du Congo commence par le fait que les gouvernants ne respectent pas les lois et règlements de la République. Ils pensent certainement qu'ils sont au-dessus. Ils pensent assez souvent qu'avec leurs beaux discours, les Congolais n'en tiennent pas compte. Mais les Congolais, peut-être que la peur, mais il faut progressivement qu'ils sortent de la peur. Je rappelle aux Congolais que nous avons des droits, surtout les retraités. Nous avons des droits. Et il est inadmissible que nous ayons atteint le niveau où il y a pratiquement 52 mois d'arrière, des arrérages et tout ça, sans que nous-mêmes, nous ne prenions en considération ce qui est prévu par les lois et règlements, pour que nous revendiquions nos droits. Et nos droits, c'est toucher notre pension tous les jours. Et nous n'accepterons pas, moi je suis de ceux qui n'accepteront pas, que on refuse de réduire le train de vie de l'État. On refuse de s'occuper des problèmes de détournement, des responsables des scandales, des crimes économiques et financiers, etc. Et qu'on fasse souffrir les retraités. Et vous savez bien que les retraités, malheureusement pour eux, leurs enfants, leurs petits-enfants n'ont pas de travail. Et ça les plonge davantage. Et c'est pour ça que vous voyez que les AVC dans ces milieux sont très importants. Mais enfin, nous tenons à noter. Mais le message fort que nous tenons à la fin de cette émission, nous adressons un message à Monsieur le Premier ministre. Accordez une attention particulière à la conformité à la loi. Vous-même, vous n'êtes pas en conformité avec la loi. Votre parti, le PCT, ne l'est pas. Mais faites tout pour que la loi soit appliquée. On ne peut pas, soi-disant, rechercher, défendre la paix
pour ne pas respecter les lois et règlements de la République. Dès qu'on a choisi le chemin du non-respect des lois et règlements de la République, c'est qu'on a choisi le chemin de l'instabilité et de la perturbation de la paix. C'est sûr, c'est mon cher téléspectateur que je clôt notre émission et je vous donne rendez-vous au samedi prochain. Si Dieu le veut, je pense que je pourrai apporter ma petite contribution à l'analyse du programme d'action du gouvernement. Et je pense que vous devriez avoir un peu d'intérêt dans ça. Merci pour votre aimable attention et à bientôt.